Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour cette nouvelle plénière qui va suivre. Édition spéciale Impact, donc dans ce deuxième sommet de l'inclusion économique. Après avoir évoqué l'entrepreneuriat, les outils de mesure de la diversité et l'inclusion, on va s'intéresser maintenant aux moyens mis en œuvre. Alors c'est quoi un plan d'action inclusif et comment on l'adapte aux besoins? Échange mené par Fabien Clerc, directeur de la rédaction de Newstunk RH jusqu'à 13h42. Merci, absolument, j'ai bien noté le timer. Super. Eh bien, on va s'installer. J'ai le plaisir d'appeler nos intervenants qui nous rejoignent, c'est-à-dire Véronique Grener. Venez vous installer. Alors Véronique, vous êtes chez vous, chère Véronique. Voilà, absolument, puisque vous êtes la chef du service des ressources humaines. Kamel Amara, venez nous rejoindre. Véronique Crousier, je vous présenterai après. Mathieu Sidokpoou, Gaël Petit-Perrin et Franck Gavoil. Il y a de la place pour tout le monde, c'est bon? Oui, alors je disais, chère Véronique, vous êtes un peu chez vous puisque vous êtes la chef du service des ressources humaines au secrétariat général des ministères de l'économie et des finances, des ministères économiques et financiers. Bercy, c'est 125 000 agents, une grande majorité de titulaires, quelques apprentis depuis peu, et puis on en reparlera tout à l'heure, un recrutement qui se fait majoritairement par la voie du concours. Kamel, cher Kamel, vous êtes le directeur général adjoint en charge des ressources humaines de Faya Energy Service, qui est une des composantes du groupe familial de BTP Faya. Faya Energy Service, c'est 5000 salariés, 850 millions d'euros de chiffre d'affaires. Véronique, chère Véronique Crousier, vous êtes la DRH du Crédit Mutuel Arkea. Alors, ce n'est pas commun pour une banque, mais en fait, vous vous considérez comme étant une ETI dans le secteur bancaire, une entreprise de taille intermédiaire, avec 11 000 collaborateurs, un produit net bancaire de 2,5 milliards si on intègre l'activité assurance, et qui a son siège dans le Finistère, tout près de Brest, à Reluc-Carrion. C'est ça? Le Relec. Le Relec-Carrion, pardon. Mathieu Sidokpoou, vous êtes le directeur général Adidas pour l'Europe du Sud. Votre périmètre, c'est 3500 à 4000 salariés environ, Mathieu. 13 pays, dont la France, bien sûr, l'Espagne, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est, et puis un large spectre d'activités, du marketing, du retail, de la logistique, un peu de production aussi, je crois. Franck Gavoil, où êtes-vous, cher Franck? Vous êtes docteur en sciences de gestion, spécialiste du management RH, enseignant-chercheur de l'ESCA, directeur du programme Grande École et Master of Science de l'école de management. Alors l'école, c'est 8 campus, 7000 étudiants, 461 professeurs et collaborateurs. En fait, la taille d'une jolie ETI. Gaël, alors Gaël, vous êtes la DRH de Lacoste, chère Gaël, composante du groupe suisse Moos, qui compte d'autres enseignes, Egg, Couples, Technifibre, Manor, Grant, et puis qui est présente dans une centaine de pays, Lacoste, c'est ça, pour 9000 salariés dans le monde et un siège à Paris avec 650 personnes. Alors comme on a la chance d'avoir un représentant du monde académique pour lancer notre sujet sur les plans d'action, qui sont effectivement la condition première de l'impact, je propose de demander à Franck peut-être un petit effort de définition, de cadrage de l'inclusion dont on parle aujourd'hui. Et on va voir qui justifie les plans d'action. Alors c'est vrai que ce terme d'inclusion, on l'entend beaucoup. Au sens académique, il y a une définition qui est plutôt stabilisée dans la littérature, qui est de Shore et co-auteur en 2001 dans Journal of Management, qui est en fait le fait d'être une entreprise inclusive, c'est une entreprise dans laquelle les collaborateurs peuvent ressentir que leur singularité peut être exprimée, qu'ils sont reconnus pour leur singularité, et également qu'on répond à leurs besoins d'appartenance au groupe. Donc on a deux aspects, ces deux variables, la singularité et l'appartenance. Et on peut se retrouver dans 4 postures, dont une est l'inclusion. Et pour vous les expliquer, je vais vous proposer d'imaginer un terrain de foot où il se passe un match, et puis il y a une palissade. Et cette palissade, elle fait 1,50 m de haut. Vous êtes la majorité des gens, la norme sociale, la plupart des gens font plus d'1,50 m, donc ils arrivent à voir au-dessus de la palissade. Et vous faites moins d'1,50 m. Donc vous êtes en dessous de la palissade, vous ne voyez pas le match. Donc on ne peut pas compenser votre taille, et puis vous ne profitez pas de l'expérience du groupe. Donc là, vous êtes dans une situation de non-appartenance au groupe et de non-reconnaissance de votre singularité, et vous êtes dans une situation d'exclusion. On va vous autoriser à venir avec un tabouret. Donc là, vous allez pouvoir
passer au-dessus de la palissade, voir le match de foot, et vous allez être dans une situation où on va reconnaître votre différence. Par contre, vous allez être toujours le type qui se balade avec son tabouret. Des fois, c'est pas pratique de se balader avec son tabouret. Donc, les situations ne sont pas forcément adaptées et vous n'appartenez pas au groupe. Vous êtes surtout reconnu pour votre différence. Vous allez avoir aussi une autre posture qui va être celle de vous accrocher à la palissade, de vous mettre sur la pointe des pieds, de faire un effort et pour vous mettre à la même hauteur que les autres. Donc vous allez devoir éliminer qui vous êtes pour pouvoir vous conformer à une norme et dans ces cas-là, vous êtes dans de l'assimilation. Et finalement, ce qu'on va appeler l'inclusion et faire un plan envers l'inclusion, c'est faire tomber la palissade de manière à ce que tout le monde, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa singularité, puisse expérimenter l'appartenance au groupe. Merci, on valide l'image. Je pense qu'elle nous parle assez bien et elle a le mérite de rendre visible le concret. Gaëlle, j'ai dit tout à l'heure, Lacoste, c'est présent dans une centaine de pays. Un de vos enjeux majeurs en matière d'inclusion, c'est, puisque vous êtes la DRH pour l'ensemble du périmètre, de faire du global. Alors on l'a dit, une centaine de pays. Et puis on est sur des sujets sur lesquels les spécificités, les éléments culturels, locaux sont importants. Et en préparant cette rencontre, vous me disiez, finalement, vous aviez travaillé à l'élaboration d'un plan global avec un certain nombre d'axes stratégiques. Oui, tout à fait. Je vous disais aussi que j'ai une forte conviction, et je peux le dire en tant que DRH, c'est que pour porter au sein d'une entreprise une politique de diversité et d'inclusion ambitieuse, il faut absolument que ce sujet-là ne reste pas cantonné aux ressources humaines, mais qu'au contraire, il engage l'ensemble de l'entreprise. Et donc, comme vous le disiez, Lacoste est présent dans plus d'une centaine de pays. Donc, c'est un challenge en soi de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'être pertinent sur l'ensemble des pays et l'ensemble des métiers aussi. Donc, chez Lacoste, les ressources humaines ont conçu une stratégie globale, claire et ambitieuse, avec 3 piliers stratégiques sur lesquels on reviendra tout à l'heure, avec derrière la mise en place d'une gouvernance pluridisciplinaire qui implique l'ensemble des divisions de l'entreprise, avec des sponsors dédiés au sein de chaque division, qui voient figurer dans leurs objectifs de fin d'année les sujets de diversité et d'inclusion. D'ailleurs, je remercie les équipes qui sont présentes aujourd'hui, parce qu'il y a non seulement des équipes RH, mais des équipes des différentes divisions. Pour moi, c'est très important que les personnes du business, des opérations, de la logistique, de l'IT soient complètement incentivées et partie prenante de ces sujets, parce que si c'est juste les RH qui animent, ça ne marche pas, en fait, c'est l'échec. Donc, l'enjeu qu'on a eu, nous, et que je pense qu'on prend assez bien, c'est d'essayer d'animer l'ensemble de l'organisation sur ces sujets et de faire en sorte que vraiment on engage les différents acteurs et avec un vrai enjeu d'adaptation au sein des pays pour coller au mieux aux besoins dans chacune des régions que l'on couvre, avec des réglementations qui sont très spécifiques. Et d'ailleurs, ça peut permettre de benchmarker ensuite les pratiques, la façon dont on a décliné, non? Absolument. Et on se nourrit les uns les autres des différents... Comme on le fait ici aujourd'hui. Exactement. Et une difficulté supplémentaire, c'est qu'on sait bien que c'est le fait de s'accompagner de partenaires comme Fondation Mosaïque, comme Article 1 ou plein d'associations qu'on a pu citer aujourd'hui. Ces acteurs-là sont des acteurs locaux. Il n'existe pas aujourd'hui d'acteurs référents à envergure internationale. Ce que ça veut dire, c'est que il faut que dans chaque pays, les équipes soient complètement engagées dans le fait de trouver, d'identifier les acteurs concernés et leurs propres relais. Exactement. Et la force de l'exercice, c'est si les ressources humaines sont capables d'animer cette communauté pour faire en sorte d'échanger les best practices et que les uns se nourrissent des autres. Alors, c'est quoi les axes stratégiques retenus chez Lacoste? Alors, les axes retenus chez Lacoste, on a trois axes prioritaires pour nos actions concrètement. Le premier, c'est celui de soutenir les jeunes venant d'environnements défavorisés. Le deuxième, c'est de créer un environnement de travail inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et le troisième, c'est d'encourager l'ascension professionnelle des femmes. Chez Lacoste, il y a 60% de femmes dans l'entreprise, donc a priori pas de sujet de diversité particulier. Ensuite, plus on monte dans les échelons moins
Moi, on les retrouve. Et vous n'êtes pas la seule, Gaëlle. Ça, c'est un peu notre challenge, je dois dire. Ouais. Donc, on s'attelle beaucoup à ça. Et au-delà de ces 3 axes stratégiques, il y a un travail de fond à mener au sein de l'entreprise pour la rendre toujours plus inclusive, ce qui passe par des campagnes de sensibilisation et de formation spécifiques sur ces enjeux de diversité et d'inclusion. Ouais. On va aller regarder ce qui se passe du côté d'Adidas maintenant, qui est un métier pas très éloigné. Hein. Vous connaissez bien le métier de Gaëlle, cher Mathieu. Absolument. Concurrent, mais néanmoins amis. Toujours. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Sachant qu'on se connaît bien avec Mathieu. Absolument. Le monde est tout petit. Alors vous, il y a chez Adidas quelque chose c'est le mouvement américain de Black Lives Matter qui vous a aidé à avancer, me disiez-vous. Oui, absolument. Je pense que Black Lives Matter a été pour nous un formidable accélérateur de diversité et d'inclusion. Je pense qu'on est dans un business où évidemment le sport est par définition un vecteur de diversité incroyable. Et beaucoup de nos icônes au niveau mondial sont issues de la diversité ou de diversité visible. C'est vrai aux États-Unis, on a la chance de collaborer avec Pharrell Williams, avec Beyoncé. C'est vrai de nos sportifs. On a la chance d'avoir beaucoup de sportifs issus de la diversité, Benzema et j'en cite. Et sincèrement, beaucoup de nos collaborateurs ont dit comment ça se fait que cette diversité qu'on promeut et qui est avec tous nos partenaires, on ne la retrouve pas à l'intérieur de l'entreprise. Et je dois dire que Black Lives Matter a été un espèce de mini tremblement de terre pour nous, où on s'est rendu compte que on n'avait pas fait assez, tout simplement, et que donc il fallait accélérer. Ouais. La clé pour vous, pour accélérer et pour décliner des plans d'action, c'est les process. Ouais, alors les process, c'est toujours un mot qui fait peur. En fait, quand on a décidé d'accélérer, on s'est rendu compte que, et c'est assez recherché, je pense, dans le monde académique, la majorité des efforts de diversité et d'inclusion dans les entreprises sont des échecs. Et c'est une statistique qui nous a rendus très humbles. Et en creusant un peu, on s'est dit, qu'est-ce qui manque à ces efforts ? Il manque d'attaquer fondamentalement les process. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise, un process est suivi. Et si le process est bon, il doit nous amener à quelque chose qui est mieux de façon systémique. Ouais. Et je peux vous donner 2 exemples de ce qu'on appelle des process. Exactement comme Gaëlle, on a un problème de féminisation de nos cadres dirigeants en particulier. Si on regarde le niveau de directeur et directrice, il y a 2 ans, je crois qu'on était à 30%, ce qui est largement insuffisant. On doit être à 50% et plus. Et donc, on a décidé de pas simplement faire une incantation, mais de mettre un nouveau process très simple, qui est de dire, à partir de maintenant, nos équipes talents qui sont là, d'acquisition de talents qui sont là, doivent donner aux managers qui recrutent à des jobs de directeur et de directrice, 50% de CV hommes, 50% de CV femmes. C'est tout simple. C'était pas le cas avant. C'est une règle, c'est un process, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que forcément le manager qui recrute doit prendre une femme, c'est pas du tout. C'est simplement, évidemment, si un manager qui recrute est présenté avec plus de CV hommes que de CV de femmes, on a tous fait des probabilités, il y aura plus d'hommes au final. Un petit changement de process tout simple. Honnêtement, les résultats sont spectaculaires. Je vous disais, il y a 2 ans, on était à 30%. Aujourd'hui, on est à 43%. Donc, le pari qui était fait de changer le process comme déclinaison du plan d'action pour obtenir un résultat, a priori. Absolument. Et on est convaincu. Et il y a d'autres exemples de process, encore une fois. C'est que, comme beaucoup d'entre vous, on s'est dit, tiens, le CV à l'aveugle, ou ce qu'on appelle le recrutement sans CV, est un moyen, en particulier dans des pays comme la France, où on sait que le CV vient avec énormément de biais. Un biais de nom, un biais d'école, un biais d'éducation. On s'est dit, tiens, comment on change le process, encore une fois, de recrutement ? Et donc, on fait maintenant à peu près 97% de recrutement sans CV. C'est compliqué, encore une fois, pour les équipes d'acquisition de talents. Parce qu'on doit trouver au début des moyens manuels de cacher les noms, de cacher les écoles, de cacher tous ces trucs de biais. Mais en le faisant de plus en plus, on s'est rendu compte que tout simplement c'était bénéfique et ça nous permettait d'avancer sur une partie, pour le coup, de la diversité non visible. Donc on peut aller loin dans les process et dans l'injonction, qui est quand même un peu coercitive. Les quotas, par exemple, c'est un truc utilisable ou pas, selon vous ? Alors nous, on n'en fait pas. Je pense que, encore une fois, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est que changer les process nous permet d'arriver là où on veut, donc on ne veut pas aller beaucoup plus avant. Je pense qu'une discussion qui est
intéressant que j'aimerais qu'on ait en tant que groupe, c'est par contre ce qui nous manque, c'est d'être en mesure de mesurer les progrès qu'on fait, en particulier sur les diversités que j'appellerais... La diversité de genre, on sait la mesurer, c'est assez simple. Pas parfait, mais on sait à peu près qui se déclare homme et qui se déclare femme. Toutes les autres dimension de la diversité, je suis incapable en tant que chef d'entreprise aujourd'hui de vous dire est-ce qu'on a fait des progrès parce que les pouvoirs publics, dans la plupart des pays, ne nous laissent pas la mesurer. Alors Mathieu, et c'est plutôt là où je dirais qu'on aimerait avancer. Alors Mathieu, on va se garder ça pour la fin de séquence. Okay. Et on va regarder, parce que vous n'êtes pas le seul sur le sujet. Moi, c'est intéressant. Par contre, il y a un sujet, Mathieu, que vous êtes en train d'adresser aujourd'hui, puisque on prend les sujets un par un. Je crois que tous les ans, vous vous interrogez sur qu'est-ce qu'on a besoin de perfectionner dans notre stratégie inclusive. Vous attaquez un sujet qui inquiète souvent, le handicap mental. Et en termes de méthodo et de plan d'action... Oui, absolument. Encore une fois, je pense que pour nous, la diversité est tellement large qu'on se pose la question tous les ans de où est-ce qu'on peut faire des progrès. C'est difficile de faire des progrès sur tout. Hein. Je pense que quiconque vous dit ça vous ment. Et donc, on a décidé depuis 2 ans de se dire, tiens, il y a vraiment une diversité sur laquelle on n'a pas fait de progrès, c'est le handicap physique et mental, en particulier le handicap mental. Et encore une fois, on a la chance de bosser dans le sport où, que ce soit le handisport d'un point de vue physique ou mental, montre des performances incroyables d'athlètes qui sont incroyables. Et donc, on a été inspiré par ça et de se dire comment est-ce qu'on reflète ça chez nous. Et donc, on a commencé par le handicap mental et en particulier, on a cette espèce d'ambition que dans l'ensemble des magasins, on a des magasins Adidas, on est au moins une personne au moins une. Ouais. On a commencé par avec un handicap mental. On a commencé en Espagne, en particulier avec une association qui aide des gens atteints de trisomie à se mettre un pied dans l'emploi. On y a été très doucement au début. Encore une fois, c'est des sujets qui, comme vous l'imaginez, sont très compliqués. On a eu les bonnes associations, les bons process, encore une fois, d'accueil. Et je dois dire que le résultat a été dingue. C'est-à-dire qu'on est parti en faisant une expérimentation et maintenant, en Espagne, dans l'ensemble de nos magasins, il y a des gens, des collaborateurs avec un handicap mental. Et donc, on est en train de refaire ça. Donc, on y va petit à petit et après, on a des process. Donc, mais c'est un choix, encore une fois. Et puis, la méthode du plan d'action expérimental, on voit, on valide et après, on avance. On change d'environnement avec vous, Véronique Rousier. Je rappelle, Arkea, on est dans le monde bancaire, mais un acteur moyen à l'échelle européenne en termes de taille. Et la première démarche de votre plan d'action, chère Véronique, en faveur de la démarche inclusive, ça a été de mettre en place un réseau d'ambassadeurs sur un sujet tout particulier qu'on a déjà évoqué avec Gaël et Mathieu, c'est la féminisation de votre management. Oui, absolument, Fabien. Alors, pour situer notre banque, qui n'est pas tout à fait comme les autres, banque coopérative et territoriale, avec des centres de décision en région, donc vraiment ancrés au cœur de l'économie locale. Et finalement, avec une mission depuis toujours, c'est d'ouvrir la banque au plus grand nombre. Ouais. Et donc, pour y parvenir, on a vraiment la conviction profonde et la préoccupation permanente de ressembler à nos clients pour bien les comprendre et pour être en capacité d'adresser tous leurs besoins. Et donc, à ce titre-là, on souhaite être exemplaire et ressembler à la société, à nos clients. Et il y avait vraiment une dimension sur laquelle il y avait du travail, comme beaucoup d'entreprises du secteur financier. Alors que les effectifs sont équilibrés. Oui, c'est l'équilibre entre les femmes et les hommes, effectivement. Alors, au niveau moyen, on a 53% de représentation de femmes. Et pour autant, en 2015, 0 femmes au COMEX, moins de 20% dans les instances dirigeantes. Moins de 20% dans les postes de management, et puis également des métiers très genrés, dans l'informatique aussi également, moins 20%. Donc un vrai sujet de travail d'équilibre, et on ne pouvait décemment pas avoir cette mission d'ailleurs qu'on a depuis forgé dans un statut d'entreprise à mission, d'ouvrir la banque au plus grand nombre sans être exemplaire nous-mêmes. Voilà, donc on s'est mis en mouvement de façon très volontariste en 2015 et avec finalement une stratégie qui a consisté à adresser à la fois les process, on parlait de process tout à l'heure, mais également de mener une bataille culturelle pour créer vraiment ce terreau d'inclusion. Et rallier le plus grand nombre en fait à ce sujet de l'équilibre homme-femme.
Et donc, on a commencé avec 13 femmes pionnières qui ont posé les bases de la réflexion. Vous avez constitué les têtes de pont. C'est ça, 13 femmes qui ont vraiment sensibilisé les dirigeants qui étaient essentiellement composés d'hommes à l'époque et qui ont très rapidement coopté chacune 10 femmes. Donc on est à 130. Les 130 posent vraiment les bases de la stratégie du plan d'action. Et très rapidement, après, on essaime. Donc, c'est une communauté de 500 ambassadeurs mixité qui est lancée. Avec notre fierté, ça a été d'embarquer les hommes dans cette aventure. Donc, près de la moitié de cette communauté étaient et sont encore des hommes. Et donc, se sont mis en mouvement pour sensibiliser, pour travailler sur les stéréotypes et les biais inconscients et vraiment mener cette bataille culturelle en parallèle de l'évolution de nos process. Voilà. Et ça a donné de très beaux résultats. Oui, puis c'est intéressant parce que le réseau vie, ce que vous disiez, puis maintenant c'est institutionnalisé. Les partenaires sociaux, vous les avez engagés dans la démarche ou pas? Alors, les partenaires sociaux, évidemment, j'allais dire, on les a embarqués. J'oserais même dire, il n'y a pas souvent des sujets qui nous réunissent, mais celui-là, oui, ne nous privons pas des sujets qui fédèrent. C'est un combat commun. Ouais. Ils avaient même peut-être un peu peur qu'on ne soit pas assez ambitieux. Ils ont été très rapidement rassurés sur ce plan-là et on en a même embarqué comme ambassadeur mixité. Les résultats, Canty, alors sur le COMEX, on en est où aujourd'hui? Alors sur le COMEX, aujourd'hui, on a 3 femmes Vous êtes sur 8 membres. Je fais partie du COMEX et j'ai la grande joie. 30%, voilà, j'ai la grande joie d'être aux côtés de 2 dirigeantes. Hélène Bernico et Anne Le Goff, qui sont finalement les 2 femmes à la tête de ce groupe bancaire, ce qui est une première à l'échelle européenne. Donc voilà, c'est une grande fierté. On a également sensibilisé l'ensemble de nos 11 000 collaborateurs à la déconstruction des stéréotypes et des biais inconscients. On a dépassé la barre des 40% sur de représentation féminine dans les postes de management. Ouais. Comment est-ce que vous me racontiez les métiers genrés? On parlait de l'informatique, par exemple, qui est très. Comment est-ce qu'on agit? Est-ce qu'il y a des plans d'action particuliers? Je crois que vous êtes allié avec un acteur, d'ailleurs. Alors, tout à fait. Évidemment, sur les métiers genrés, notamment l'informatique, on s'est très vite rendu compte que le problème dépassait le cadre de l'entreprise, puisque les profils féminins, on n'en avait pas au sein de l'entreprise. Et donc, on a fait ce qu'on sait faire. On a un esprit entrepreneur. On s'est allié avec les partenaires de notre écosystème. Alors, on est allé sensibiliser à grande échelle dans les écoles, aux côtés des écoles d'ingénieurs. On est allé prendre la parole chez les collégiens, chez les lycéens, proposer des ateliers de codage aux jeunes filles et aux jeunes garçons, et en parallèle les sensibiliser sur l'inclusion. Voilà, pour dès les premières réflexions à leur niveau sur leur orientation, donner envie aux filles d'embrasser ces carrières dans la tech. Et on est allé beaucoup plus loin avec un de nos partenaires business, Mastercard, un gros partenaire business. Et là, on a mis autour de la table des collaborateurs d'Arkea, des collaborateurs de Mastercard, qui ont réfléchi avec des jeunes collégiens et collégiennes, et qui ont monté un programme pour leur donner envie de s'orienter sur ces carrières dans la tech. Donc très, très clairement, une application dans les codes des jeunes qui parlent leur langage, et avec une ambition qu'on n'aurait pas pu porter tout seul, nous, Arkea, de sensibiliser 500 000 jeunes filles sur 5 ans. Donc quand le process ne suffit pas à obtenir un résultat, il ne faut pas hésiter à agir sur la source, semer, comme vous le faites, C'est ça. En espérant récolter un jour. Oui, on vous le souhaite. On change encore d'environnement. Kamel, on l'a dit, Faya Energy Service. Cher Kamel, la stratégie d'inclusion de votre entreprise, donc elle est aujourd'hui au cœur de la démarche RSE, mais elle répond aussi à un enjeu de sourcing, je crois. Vous avez un problème de compétences et de recrutement. Je crois que je ne suis pas le seul. Oui, ce que j'ai entendu ce matin. Si on fait un sondage, on a une réelle problématique de recrutement. On évolue dans le secteur de la construction, donc le secteur du BTP, des métiers très techniques. On évolue aussi dans le secteur du digital, de la transformation digitale. Donc là aussi, des métiers très techniques. Et on a une réalité qu'ont beaucoup, c'est-à-dire une réalité de ressources
et donc des problématiques de recrutement. Ouais. Et donc, partant de ce constat, on s'est dit quels moyens on se donne pour pouvoir répondre à cet enjeu, sachant qu'on a mené un plan stratégique à 2025 avec un cahier de commande en fait fourni déjà, mais le seul problème, ou le problème principal, est celui des ressources. Et donc, on a travaillé ensemble avec le comité de direction, avec l'équipe RH et pas que. J'entendais ce matin tout à l'heure, pardon, qu'il fallait impliquer tous les organes de l'organisation. Oui. Oui. Et on en a défini des plans d'action, des axes de travail, parmi lesquels il y a cette volonté d'attirer et de recruter des profils d'horizons diversifiés. Voilà, c'est un thème parmi 5 grands thèmes qu'on a définis. Les volumes sont énormes, puisqu'on a dit 5000 salariés dans votre plan stratégique Ambition 2005. L'objectif, c'est de recruter 3000 personnes. En effet, on estime à 3000 personnes le nombre de recrutements qu'on a réalisé dans les 3 ans à venir. On est dans une entreprise qui se développe, qui est en croissance, qui se porte très bien. Ouais. Je disais tout à l'heure que le groupe Fayette est un groupe familial, est un groupe indépendant. C'est les premiers groupes indépendants de la construction en France, qui regroupe plus de 22 000 personnes. Ouais. Donc voilà, un groupe qui se porte bien et qui a de belles perspectives d'avenir. Mais qui pose un réel sujet de recrutement. Alors, pour avancer, et dans votre plan d'action, vous avez d'abord signé la charte de la diversité, qui était une affirmation importante. Et vous me disiez que ça a participé à la structuration de la démarche. Oui, alors, en fait, on a commencé petit, modestement. Alors, on a répondu à des problématiques concrètes qu'on avait sur notre territoire. Et pour ça, on a travaillé avec les missions locales, qui sont des acteurs importants dans le cadre de l'insertion et de la diversité. On a mené des actions pour répondre à cette problématique-là, c'est-à-dire de faire connaître le secteur, donner envie. On ne peut pas dire que le secteur du BTP soit super attractif, mais on y travaille avec la Fédération nationale des travaux publics. Donc on va au plus près de nos territoires, dans les collèges, pour attirer plus de talents dans ces secteurs. Et en effet, lorsqu'on a mené ces actions, très vite on est arrivé sur le sujet sur la charte de la diversité. En effet, parce que le sujet du moment, c'est de se dire on agit avec impact. Donc les déclarations d'intention, c'est important. On veut des plans d'action. Oui, on veut des plans d'action, mais c'est aussi important de s'engager. Parce qu'on est observé par des collaborateurs. Et ce qu'on écrit, il faut le tenir. Et puis il faut engager tout le monde, comme le disait Gaël, il faut engager toutes les équipes, pas seulement les RH. Exactement. Et c'est ce qu'on mène avec la politique RSE. La politique RSE, elle irrigue tous les organes de l'organisation, elle donne du sens aux stratégies. Et tout ça a été inscrit dans notre stratégie RH qu'on a établie à Horizon 2025. Et d'ailleurs, je crois savoir que dans toutes les formations des managers, vous avez intégré une dimension diversité. Oui, alors parmi les actions, j'en ai cité quelques-unes, pour faire changer les choses, eh bien, il faut s'instruire. Et j'ai commencé par ça, moi-même. Je ne voyais pas la différence, ou je n'avais pas cerné la différence entre la diversité et l'inclusion. Eh bien, je me suis instruit, j'ai compris. L'image de la palissade est bonne. Si c'est pas mal, surtout en ces temps de Coupe du Monde de football. Et donc, on a commencé par ça. Et puis dans le cadre de ce plan de transformation, on a cette idée de vouloir faire évoluer les modes managériaux. Donc, la formation est un superbe outil. À travers les formations managériales, on essaie de passer beaucoup de choses. Et Fabien, oui, tu disais qu'on y intégrait cette question de la diversité parce qu'il faut qu'on explique ce que ça veut dire. Il faut qu'on explique ce que ça concrètement comme intérêt. Et puis aussi, manager la diversité, c'est pas si simple aussi. Donc ça s'appréhende. Donc voilà pourquoi on a travaillé sur le sujet de la formation. Je crois que les managers s'engagent aussi formellement, signent sur leur engagement. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, on a mis à plat tous les process. On parlait tout à l'heure de processus. Et c'est hyper important. Les actions, elles sont dans les processus. Donc, on a mis à plat toutes nos activités qu'on réalise au quotidien, en fait. De la première étape, de décrire un besoin pour recruter. Dans notre organisation, celui qui recrute, c'est le manager. Et recruter, c'est une compétence. Les managers, on en a beaucoup, ils recrutent pas tous les jours. Donc on les accompagne pour ça. Et puis on leur fait comprendre dans les process, la première étape en effet, c'est de s'engager à la non-discrimination, ce que ça veut dire, etc. etc.
Alors, on va aller voir avec Véronique. Véronique, je rappelle, hein, vous êtes à la tête des ressources humaines au secrétariat général des ministères économiques et financiers. Vous pilotez les RH de 125 000 personnes, une majorité de fonctionnaires recrutés par concours. Spontanément, on pourrait penser que le concours ne pose pas de problème, voire il est inclusif par nature. Et ce n'est pas si simple, expliquez-vous. Ce n'est pas si simple. Je voudrais d'abord dire que c'est fou qu'on a des choses en commun. Oui. À partir de ce que je viens d'entendre. Et puis, on a quand même quelques petites différences. Déjà, nous, les process, a priori, on aime ça. Mais ça nous rassure comme contribuables. Les règles, la réglementation, la législation, voilà. On a l'impression que ça crée des remparts contre l'iniquité. Et l'égal accès aux emplois publics, c'est dans notre ADN. C'est supposé être dans notre ADN. Alors, le concours, c'est quoi? C'est publicité du recrutement, c'est des épreuves identiques pour tous, un regard collégial sur les candidatures, des copies anonymisées. Mon Dieu, ça apporte plein de garanties. Bien sûr. C'est ce qu'on croyait au siècle dernier. Et depuis, on a un peu évolué. Et on a eu vraiment une prise de conscience qui nous a conduit à agir. Déjà, agir sur ces process-là. Parce qu'avoir des jurys, c'est bien. Avoir des jurys mixtes, c'est mieux. Donc, un peu de femmes dans les jurys quand même. Un peu de présidence alternée tout de même également. Formation des membres du jury, essentielle. Pour lutter contre les stéréotypes, de manière inconsciente, enfin, lutter contre les perceptions inconscientes biaisées. Formation pour pouvoir être membre de jury. Il faut être formé. Professionnaliser le recrutement, c'est un mot d'ordre. Donc il y a eu ce renforcement finalement des process autour des recrutements. On a aussi pensé à nos épreuves de concours, qui, notamment pour les épreuves de niveau brevet, enfin au bac, ne répondaient pas nécessairement à ce qui était réellement attendu et favorisaient la surdiplomation. Donc revisiter les épreuves du concours, c'est ce qu'on a fait pour la catégorie C. Et puis on est allé au-delà, et c'est là où je rejoins beaucoup des personnes qui viennent de s'exprimer, en considérant qu'en réalité, il fallait aller vers l'amont. Et qu'attendre que le candidat se présente à un concours, c'est très bien, aller le chercher, c'est mieux. Aller le chercher et l'accompagner, finalement, sont les actions qui permettent de répondre à cet enjeu de diversité et d'inclusion. Et puis à un moment, vous avez décidé, comme pour les plans stratégiques, un choix un peu structurant, la démarche de normalisation. On a dit que vous aimiez bien les process. Allez, on la aime les labellisation process. aussi. Labellisation. Depuis 2010, c'est bien la raison pour laquelle je disais que ça fait un petit peu de temps tout de même qu'on s'est mobilisé sur le sujet. Nous avons le label diversité délivré par la FNOR. Alors, une certification, finalement, c'est un choix qui a paru évident. Pourquoi? Parce que, bon, words are cheap. Les mots, c'est un peu simple. La preuve, c'est mieux. Et lorsqu'on a des difficultés pour mesurer, lorsque l'objectif est un peu compliqué à atteindre, que les choses ne sont pas simples, s'engager sur des moyens et les faire certifier, c'est vraiment démontrer qu'on s'engage, c'est accepter de se faire challenger de manière régulière à chaque renouvellement du label. Autre mode de challenge, les représentants du personnel. J'allais vous dire, vos partenaires sociaux. Alors, nos organisations syndicales, ça a déjà été dit, donc je vais un petit peu répéter ce qui a été dit, mais ce sont de beaux objets de dialogue social, que ces questions de diversité, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, handicap, non-discrimination, en retenant tous les critères, en se souvenant, en se rappelant bien tous les critères qui peuvent donner lieu à discrimination. Ce sont des sujets qui nous permettent de nous rapprocher, qui permettent de finalement partager vraiment des objectifs, même si parfois sur le chemin emprunté, on peut avoir quelques petites différences, notamment en termes de moyens. Mais vraiment, donc c'est intéressant. On arrive à les embarquer. Alors, c'est plus que les embarquer parce qu'ils nous poussent à y aller. Ça a déjà été dit. Ils nous poussent à y aller. Ils arrivent avec des idées
qu'on n'a pas nécessairement, parce que c'est le partage, l'enjeu du partage. Et surtout, au-delà de la préparation d'un plan d'action, ce plan, on en fait le bilan très régulièrement et il nous oblige à diagnostiquer, mesurer, apporter quelques chiffres, quelques indicateurs qu'on partage avec eux. Donc là encore, nous mettre en tension et objectiver finalement tous les efforts que nous réalisons. Et alors un petit sujet, vous l'avez très bien dit, vous aimez les process, mais c'est aussi une maison dans laquelle on est très marqué par métier, par division, voire par silo. Est-ce qu'on peut mettre en place un plan d'action global dans un tel contexte? J'allais dire au contraire, avec des sujets pareils sur lesquels on partage l'objectif avec les représentants du personnel, mais entre directions, c'est la même chose. Les ministères économiques et financiers sont un ministère au sein desquels les directions douane, DGFiP, DGCCRF, INSEE ont une forte identité métier. Il y a tout de même des choses qui nous unissent. C'est cet aspect de non-discrimination, ce sont ces thématiques de non-discrimination, d'égal accès aux emplois publics, d'égalité de traitement qui font qu'il est plus simple finalement de former des synergies, faire travailler les synergies plutôt que sur d'autres sujets. C'est des sujets communs par nature. Franck, on a dit tout à l'heure, l'ESCA, c'est une ETI. Vous formez des managers qui vont intégrer les entreprises. Vous avez eu des plans d'action concrets sur un premier paramètre, c'est votre gouvernance. Tout à fait. En tant qu'acteur de l'enseignement supérieur, et la mission de l'ESCA, telle qu'elle est écrite, c'est de former des managers responsables. Nous, on va diplômer des personnes qui vont rentrer sur le marché du travail et qui vont prendre des postes à responsabilité. Donc notre responsabilité, elle est double. Parce que si on veut avoir un impact et s'assurer qu'on ait des personnes qui prennent des décisions en tenant compte des enjeux humains, des enjeux de transition écologique, eh bien, on se doit aussi de montrer l'exemple. Et notre dirigeant, dans le plan stratégique 2020-2024, avait inscrit au plan stratégique le fait d'avoir un COMEX qui soit à parité à l'issue de ce plan. Et cet objectif a été atteint cette année, donc avant l'issue du plan. Donc on a un devoir, Olivier Dussopt le disait ce matin à la plénière d'ouverture, on a un devoir d'exemplarité. Et en tant qu'acteur de l'enseignement, si on veut passer ce message auprès de nos étudiants, eh bien, on doit aussi le montrer en tant qu'employeur. Alors justement, les étudiants, et je reviens au prisme qu'on évoquait avec le concours avec Véronique, le fait d'être dans une école de management avec des frais de scolarité, c'est des facteurs qui peuvent perturber la volonté inclusive. Comment est-ce que vous agissez sur ce sujet? Alors ça rejoint un peu votre question précédente, parce que c'est aussi un enjeu économique pour l'ESCA. Bien sûr. Nous avons été la première école à mettre en place ce qu'on appelle la modulation des frais de scolarité. C'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience que les grandes écoles, elles ont un coût, et que ce coût, il est un facteur d'exclusion. Et en mettant en place une modulation des frais de scolarité, en fonction du quotient familial de l'étudiant, les frais de scolarité sont réduits. Il y a 14 tranches, voire même complètement annulés. Donc on a des étudiants qui ne payent pas leur scolarité à l'école. Et ça permet de lever un biais économique dans l'accès à la formation. On a également un dispositif avec les apprentis d'Auteuil sur notre campus d'Aix-en-Provence qui permet à des étudiants, à des lycéens issus de quartiers défavorisés d'avoir accès à une grande école et d'être inscrits après un programme d'accueil. Ils vont obtenir un diplôme, un bachelor en management au même titre que d'autres étudiants. Donc tous ces engagements, ils vont dans le sens aussi de l'inclusion économique des étudiants, mais aussi de faire côtoyer différentes populations dans des salles de classe. Même si on a gommé le frein que constituent les frais de scolarité, il faut aussi aller les chercher. Je ne voudrais pas finir cette séquence sans aborder le sujet que je vous ai promis, puisqu'on l'a évoqué en préparant, on était plusieurs sur le sujet. Tous autour de la table, la volonté d'agir sur l'inclusion a été marquée, on l'a ici explicité. On a le problème des différences de législation qui peuvent être une source de difficulté. Il y en a une qu'on a légèrement pointée du doigt tout à l'heure, c'est l'interdiction de gérer des données ou la perception qu'on en a sur les origines ethniques ou religieuses. Alors c'est peut-être un petit peu un raccourci, mais c'est un peu comme ça que c'est appréhendé en France. Je crois qu'aux US, il y a d'autres difficultés sur le fait de quantifier la situation de personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est un sujet, on va se faire un petit tour d'horizon, est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut avancer? Est-ce que, j'ai cru comprendre Mathieu que vous vouliez faire bouger le sujet? Oui, je pense que on sait mesurer à l'heure actuelle assez bien la féminisation de nos entreprises et je pense qu'on a fait tous beaucoup de progrès là-dessus.
on est très mauvais sur notre capacité à mesurer les progrès qu'on fait sur les autres axes de diversité, parce que simplement le législateur, grosso modo, ne nous laisse pas le faire. Et je pense que, grosso modo, dans la vie, on est capable de faire des progrès sur ce qu'on mesure. Si on ne sait pas mesurer, c'est difficile de faire des progrès. Donc, pour prendre un exemple, dans mon entreprise, Adidas, on a décidé, au niveau mondial, de demander à nos collaborateurs, à nos 60 000 collaborateurs, s'ils étaient prêts à parler de comment ils se sentaient et quelle était leur diversité. Donc, on a fait un espèce de grand survey, je suis désolé, je n'ai pas le français, enquête, merci Gaël, enquête où on demandait simplement, est-ce que vous êtes prêts? C'était totalement anonyme et totalement volontaire. Est-ce que vous êtes prêts à nous parler de votre diversité pour avoir simplement un panorama? On a été surpris, hein, il y a eu à peu près 50% de réponses, ce qui est beaucoup. Et c'était pour avoir un panorama de... Voilà, et on demandait plein de dimensions de la diversité, la plupart invisibles, les préférences sexuelles, et ça nous aide énormément à avoir cette photographie à l'heure actuelle et à réfléchir à où est-ce que collectivement on doit mettre le curseur pour les jours à venir, et on aimerait que le législateur nous laisse le faire à grande échelle. Bon, notre contrat moral vis-à-vis de l'équipe, c'est de respecter le timing. Nous sommes pile dans le timing. Parfait. On aurait envie de continuer, mais vous allez continuer à cheminer. Je remercie absolument, je vous remercie nos toutes intervenants. Et tous pour merci Mathieu, ces échanges. Merci d'avoir respecté merci le timing. Kamel, merci Véronique, merci Franck. Merci beaucoup Fabien. Alors, on parlait de plans d'action à l'instant, des plans d'action décidés au plus haut niveau de l'entreprise. Mais savez-vous combien de dirigeants des COMEX sont issus de la diversité? Réponse dans quelques instants, juste après ce micro-trottoir réalisé pour le sommet de l'inclusion et qui reprend les questions qui sont posées sur la plateforme Parlons Égalité des chances. On regarde et on revient juste après. J'aurais proposé plus de solutions de bourse dans les grandes écoles. Ce serait une bonne chose pour les étudiants qui n'ont pas les moyens et qui soit ont un grand talent ou des projets pour entrer dans les écoles et qui ne peuvent pas obligatoirement se financer ces études-là. Peut-être plus d'entreprises dans les milieux ruraux pour faciliter l'accès, tout simplement. Je pense que c'est plutôt dans les mentalités qu'il faut que ça change et que en fait, tu vois un candidat qui vient de je sais où par rapport à un autre et que tu le prennes pour ses compétences et non pour son origine ou sa couleur de peau. Je pense qu'à partir du moment où on met l'accent sur le mécénat de compétences, on donne du pouvoir aux gens qui, de fait, rejaillira en richesse économique. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Trois petits pourcents. 3,5% précisément, c'est la proportion de dirigeants issus de la diversité dans les COMEX des 120 grands groupes français. Et c'est le résultat d'une étude menée conjointement par Mosaïque, avec la directrice générale Mariam Katab ici présente. Bonjour Mariam, bonjour. Et cette étude donc menée conjointement avec Me and You Too, représentée par sa présidente Inès d'Auvergne. Bonjour Inès et bienvenue à vous. Alors c'est vrai que ce chiffre de 3,5, il est super faible en fait. Là au moins c'est clair, on ne peut plus être dans le déni. Comment est-ce qu'on augmente ce chiffre? Comment est-ce qu'on explose ce fameux plafond de verre? Vous avez 13 minutes. Merci beaucoup Aïda. Rebonjour. Alors on va vous proposer une keynote 100% féminine. C'est pour me venger de tout à l'heure. On a donc avec Inès d'Auvergne réfléchi à la question de la représentativité de la diversité ethnoculturelle, parce qu'on en parle beaucoup depuis ce matin. Une des thématiques de la diversité qui est le plus compliquée à mesurer, en tout cas dans l'esprit de beaucoup, c'est la diversité sociale et la diversité ethnoculturelle. Donc on s'est posé la question, parmi toutes les entreprises qui se sont engagées en faveur de la diversité, en signant des chartes, elles sont plus de 4000 aujourd'hui, ces entreprises qui se sont engagées à représenter la diversité, notamment sociale, ethnoculturelle, à tous les niveaux, est-ce qu'elles ont réussi
est-ce qu'aujourd'hui, cette représentativité est effective ou pas. Et donc, depuis qu'on travaille sur ce sujet avec Mosaïque RH, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui, ce qu'on promeut, c'est une diversité du top jusqu'à la base de nos organisations pour qu'elles puissent refléter la diversité de notre société. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu avec Inès Dauvergne, qui va se présenter dans quelques instants, à mener une étude qui vise à objectiver à amener des chiffres sur lesquels on va pouvoir tous ensemble travailler parce que l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir ensuite mettre en place des plans d'action et agir. Merci Mariam. Donc, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, parmi les objectifs de cette étude, au-delà d'arriver à chiffrer, quantifier, mesurer la représentation de cette diversité dans les COMEX donc du SBF 120, c'était d'apporter aussi un point de départ parce que les chiffres qu'on va vous présenter, alors je casse un peu le suspense, ne sont pas très bons. Pour le coup, on s'en doutait. On se doutait bien que les instances dirigeantes des plus grosses entreprises françaises ne brillaient pas par leur diversité en termes d'origine, mais ça nous a semblé important effectivement d'arriver à le factualiser, de mettre des chiffres là-dessus. Et puis ça nous permettait aussi notamment de rendre public une étude qui montre que c'est possible de mettre en place des méthodologies de mesure de la diversité sur cet axe-là. Donc du coup, je vais te laisser présenter comment est-ce qu'on s'y est pris et quelle est la méthodologie qu'on a utilisée. Alors, cette étude, elle a été menée sur une population de plus, donc je vais vous donner les chiffres exacts, 3272 profils, qui sont donc des personnes qui étaient présentes dans les comités exécutifs et les conseils d'administration au 31 décembre 2021, des entreprises du SBF 120. Voilà. Donc le périmètre est celui-ci. En termes de méthodologie, donc bien sûr, c'est une méthodologie qui est conforme au cadre légal français. Donc, à savoir que cette méthodologie, elle est basée sur l'analyse de données publiques. Donc, ce sont des données qui existent. Comme vous le savez, les entreprises du SBF 120, les entreprises cotées ont une obligation notamment d'afficher leur gouvernance. Et donc, nous nous sommes basés sur ces données publiques et surtout en respectant le non-recueil de données nominatives. Donc, on s'est vraiment fixé de uniquement identifier d'analyser et de dire est-ce que oui ou non les personnes pouvaient être identifiées comme diversité ethnoculturelle ou pas, et aucun nom n'a été bien sûr recueilli ni fiché. En termes de méthodologie, donc 3 méthodologies ont été croisées. La première, c'est l'analyse visuelle. Donc, l'objectif étant de pouvoir identifier des personnes et comparer les personnes blanches des personnes non blanches, considérées comme telles. C'est un peu la méthode qu'utilise le CSA dans ses baromètres annuels. Deuxième méthodologie, c'est l'analyse patronymique. Donc, nous avons aussi analysé les patronymes des personnes pour pouvoir identifier celles qui ont un patronyme à consonance européenne versus les patronymes à consonance extra-européenne. Et puis, nous avons rajouté le filtre de la nationalité, parce qu'en fait, il y a parfois une confusion entre la diversité ethnoculturelle et la diversité des nationalités. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'objectif étant aussi de comparer les personnes qui sont issues de la diversité ethnoculturelle avec une nationalité extra-professionnelle, extra-européenne, pardon, et donc les profils étrangers, les dirigeants étrangers, des dirigeants avec une nationalité européenne. Voilà donc les 3 méthodologies qui ont été croisées et qui nous permettent en fait d'identifier la part des personnes qu'on pourrait qualifier issues de la minorité visible dans les conseils d'administration et les comités exécutifs du SBF 120. Et donc, roulement de tambour, les chiffres. Donc effectivement, on va vous présenter les chiffres clés, sachant que si vous souhaitez consulter l'intégralité des résultats de cette étude, elle est disponible donc sur le site de Mosaïque RH, elle est également disponible sur le site de Me and You Too. Vous y trouverez aussi un certain nombre d'autres indicateurs qu'on a ajoutés, dont je vous parlerai. Notamment, on est allé regarder quel était le pourcentage de gens qui étaient diplômés d'une école qu'on peut qualifier du top 10, donc que ce soit en France ou à l'international. On a pris les 10 plus grandes écoles en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour regarder justement
justement quelle était la diversité académique et si tout ça était croisé avec la diversité ethnoculturelle. Et puis un dernier indicateur aussi qu'on a utilisé, c'est qu'on a regardé au sein du SBF 120 quelles étaient les entreprises dans lesquelles l'État détenait au moins 10% du capital. Parce qu'on voulait regarder si, lorsque l'État est actionnaire, est-ce que ça a un impact ou pas sur la représentation de la diversité. Alors, voici les chiffres clés. Donc, le premier tout en haut, le 3,5, c'est la part des membres des COMEX du SBF 120 qu'on peut qualifier de minorité visible. Donc, on est sur un chiffre qui est assez bas et sur lequel on a retiré donc, les personnes de nationalité extra-européenne. Quand on intègre la diversité des nationalités, on est sur un chiffre aux alentours de 6%. Quand on ne prend que des gens qui sont de nationalité française, mais donc des minorités visibles, on arrive à ce fameux 3,5%, qui est un chiffre quand même extrêmement faible. Si vous regardez en bas, vous avez le 4,2%, ça c'est la part de la diversité ethnoculturelle dans les conseils d'administration. On est sur des modes de nomination un petit peu différents. Vous voyez que le chiffre est légèrement meilleur. Pour le coup, on est encore en dessous des 5%. On a été particulièrement surprise, dans le mauvais sens du terme, par la part des entreprises qui sont à 0. 50%, c'est le nombre d'entreprises du SBF 120 qui ont 0 diversité ethnoculturelle au sein de leur comité exécutif, y compris quand on intègre la diversité des nationalités. Quand on enlève la diversité des nationalités, on est à un chiffre qui est encore pire, on est à 67%. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, les 2/3 des entreprises du SBF 120 n'ont aucune diversité ethnoculturelle qui soit issue de France. On est effectivement, comme on le disait, sur des chiffres qui sont extrêmement bas. Et alors, pour ceux qui sont un peu à l'aise avec les chiffres, si on se dit que la moyenne est à 3,5% et qu'on a les 2/3 des entreprises qui sont à 0, ça veut dire qu'on a des vrais bons élèves parmi ces entreprises et qu'on en a les 2/3 qui, pour le coup, ont des marges de progression extrêmement importantes parce qu'ils partent de 0. On a regardé ensuite quel était le nombre de dirigeants dans le SBF 120. Donc, on a pris les présidents des conseils d'administration et les présidents des comités exécutifs et on a regardé si ils étaient divers ou pas. Il n'y a que 4 noms qui sont ressortis, dont 2 sont de nationalité extra-européenne. Les 2 qui restent sont des binationaux. Alors, quelques autres chiffres. On s'est intéressé dans le cadre de cette étude à la question des taux de féminisation, parce que notamment on voulait voir s'il y avait un lien de corrélation entre la féminisation de ces instances et l'évolution de la diversité ethnoculturelle. Alors, 64%, c'est le taux de féminisation de la diversité ethnoculturelle dans les conseils d'administration du SBF 120. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on regarde la part des femmes dans les conseils d'administration, grâce à la loi Copé-Zimmermann, on est à un petit peu plus de 40%. Quand on regarde parmi les personnes issues des minorités visibles à l'intérieur des conseils d'administration, 64% sont des femmes. Ça signifie que les efforts qui ont été faits par les entreprises pour féminiser leurs conseils d'administration, qui les ont obligés à s'ouvrir en termes de profil, à changer un petit peu les viviers de sélection, ont eu un impact positif sur la question de la diversité ethnoculturelle. Donc ça, on en reparlera dans les recommandations, mais ça veut dire qu'il y a un lien finalement sur les efforts qui vont être faits. 49%, c'est la part des membres des COMEX qui sont issus d'une école du top 10. Sincèrement, on s'attendait à un chiffre supérieur à ça. La France est quand même connue pour avoir une culture du diplôme qui est extrêmement forte, mais finalement, il n'y a qu'un dirigeant que la moitié des membres des COMEX du SBF 120 qui sont diplômés de ces écoles, les autres pouvant venir de tout un tas de cycles académiques différents. Et alors le 1,7%, on a bien fait de le mettre en rouge, ce sont les résultats quand on isole les entreprises dans lesquelles l'État a une part au capital. Ce que ça signifie, c'est que dans les entreprises dans lesquelles l'État a une part au capital, finalement, les résultats ils sont 2 fois inférieurs à la moyenne du SBF 120. Alors on s'était dit peut-être qu'il pourrait y avoir une forme d'exemplarité. En fait, manifestement, il se trouve que ces entreprises ne sont pas particulièrement exemplaires sur le sujet. Et ça fera partie aussi dans les recommandations des axes de progrès qu'on recommande, qu'il puisse y avoir une incitation et une impulsion qui soit forte pour améliorer ces résultats. Donc maintenant qu'on a vu ces chiffres-là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les recommandations qu'on peut en retirer ? Alors, parmi les recommandations, il y a une recommandation qui est assez forte, c'est la première, mettre en place une stratégie diversité et inclusion
portée par les instances dirigeantes. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça que lors de ce sommet, on est très heureux d'avoir autant de CEO, autant de dirigeants d'entreprise. C'est parce que ces politiques de diversité, elles doivent passer par les dirigeants. Elles doivent passer par les dirigeants et c'est important que les dirigeants incarnent aussi la diversité. Parce que, ça fait des rôles modèles pour les collaborateurs qui sont issus de cette diversité dans les entreprises et qui se disent « je peux aussi y arriver ». Et puis, voilà, c'est aussi une forme d'exemplarité que le COMEX, que les conseils d'administration soient aussi représentatifs de cette diversité pour montrer aussi que l'entreprise s'engage concrètement. Donc, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, diversifier les viviers de dirigeants français. Alors, on l'a vu, 49% de dirigeants du SBF 120 proviennent des filières sélectives. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une autre moitié qui est issue d'autres types d'établissements. Et il y a vraiment une nécessité importante de diversifier un maximum les parcours de ces dirigeants pour pouvoir diversifier un maximum. Donc, bien sûr que le rôle des cabinets de recrutement, les cabinets de chasse de tête est extrêmement important parce qu'eux aussi sont des acteurs de cette diversité. Ils peuvent accompagner les entreprises à aller trouver ces talents, à aller trouver cette diversité-là. Et on sait, on l'a vu avec les femmes, quand la demande leur est faite concrètement, clairement, ils y arrivent. Ils arrivent et ils peuvent être des partenaires très, très intéressants. Et vous avez aussi un certain nombre d'acteurs. Mosaïque RH est un des acteurs parmi d'autres, mais qui peut aussi participer à cette identification de dirigeants parce que ils existent en fait, les profils, les dirigeants issus de la diversité ou ceux qui ont le potentiel pour y arriver. Il suffit juste d'actions volontaristes pour aller les chercher. Et ça passe bien sûr par un travail très très important sur le vivier de ces dirigeants. Il y a un autre levier qui est celui-ci interne, c'est le levier de la promotion interne, qui est à notre goût insuffisamment exploré parce que bien sûr que ça pose la question des politiques de promotion interne, des critères aussi pour pouvoir figurer parmi les postes clés, pour pouvoir figurer parmi les hauts potentiels dans les organisations. Mais ce travail sur l'inclusivité des critères pour pouvoir être promu en interne. Alors on le voit, c'est très important sur la question des femmes et sur la question de la diversité sociale, c'est extrêmement important. Le plafond de verre, ça existe. C'est même un plafond de béton pour certains, comme l'avait dit un de nos intervenants l'année dernière. Et donc, extrêmement important aussi d'utiliser le levier promotion interne pour identifier cette diversité qui est présente dans les entreprises, mais qui peut-être n'arrive pas à monter jusqu'au top. Rapidement, la question des objectifs importants. On a beaucoup parlé de mesures depuis ce matin. La mesure, ça sert surtout à se fixer ensuite des objectifs de progression. Et sans objectifs, moi, je ne vois pas d'autre solution pour pouvoir progresser. Les chiffres, on les a maintenant. Je pense qu'ils sont clairs. Comment on fait pour progresser? Quel objectif on se fixe collectivement? Je pense que c'est vraiment ça le sujet, c'est un levier. Alors, repenser le rôle de l'État. On l'a vu, l'État n'est pas exemplaire. Donc, l'État peut aussi agir en se fixant lui-même des objectifs, mais aussi en travaillant la question et en poussant la question de la mesure et en facilitant la question de la mesure pour les entreprises. Elisabeth Moreno l'a fait avec l'index diversité. Je pense que c'est une mesure qui peut être promue. Et je termine par capitaliser les efforts en faveur de la mixité. Je sais, Aïda, c'est le dernier mot. Des résultats ont été vus et ont été observés grâce aux lois Rixin et aux lois Copé-Zimmermann. Je pense qu'on l'a vu, quand on intègre plus de femmes, mécaniquement, il y a plus de diversité qui arrive aussi. Et donc, le levier mixité, faut aussi en profiter pour élargir la démarche à toutes les diversités. On retrouve l'étude sur les sites, bien sûr, de Mosaïque Mosaïque et RH et Mian YouTube. Oui. Moi, je voulais simplement dire en conclusion, effectivement, il faut profiter de l'opportunité qui est donnée aujourd'hui par la contrainte légale de la loi Rixin, qui va obliger les entreprises en fait à repenser la composition, les systèmes de détection des potentiels d'évolution et de recrutement qui vont devoir être faits pour agir sur la mixité, justement, comme le disait Mariam, pour s'ouvrir à toutes les autres formes de diversité.
Merci à toutes les deux. Merci pour cette restitution passionnante. On va continuer vos échanges. Toutes les idées sont les bienvenues. Je vous rappelle l'adresse de la plateforme de consultation citoyenne dont je vous parle depuis ce matin. Parlons égalité des chances. C'est pour recueillir vos propositions, vos impressions également sur cette égalité des chances. Là, petit avant-goût en images avec ce micro-trottoir réalisé à l'occasion du sommet de l'inclusion économique. Et on se reparle juste après. Comment c'est possible, honnêtement, aucune idée. Peut-être avec des formations. Avec une évolution des mœurs et des pensées des gens. Des recrutements beaucoup plus ouverts, des esprits d'employeurs beaucoup plus ouverts aussi. Peut-être avec un peu plus de diversité et plus de choix possibles. Les gens ont pu s'orienter vers tout style de carrière, du coup accepter la diversité dans chaque domaine. Par des formations beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus accessibles. Je pense que voilà, ça commencera par la formation, puis par cette évolution d'esprit. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr.